Les amis, toujours sur Tandem 2.0, cette fois-ci, on accueille au téléphone David Serrero qui est avec nous en direct de loin. Hein. C'est ça, David, si j'ai bien compris. Exactement. Vous êtes loin. David, bonsoir. Comment allez-vous, mon cher David? Comment allez-vous, Johan? Ça va bien, merci. Et vous-même? Je suis ravi d'être avec vous. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour votre belle émission. Merci beaucoup. Alors, David, en préparant cette émission, en vérité, on se rend compte que vous avez fait beaucoup de choses à 38 ans. Vous avez fait plus de 2000 concerts, c'est ça? Oui, plus de 100 et films, encore, 20 albums. mais expliquez-nous, parce que vous expliquez que vous êtes en vérité en tournée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quasiment 365 jours par an. Vous produisez actuellement Anne Frank à New York. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu on va même pas dire une journée type, parce qu'en vérité, je pense pas que vous en ayez, mais comment est-ce que vous rythmez votre année? Expliquez-nous, voilà, juste oui, expliquez-nous. Avec grand plaisir. En fait, si vous voulez, j'ai cette chance d'avoir dans mon emploi du temps à l'année, j'ai la chance d'avoir quelque chose de très hétéroclite. Vous voyez, c'est-à-dire que je peux faire de l'opéra, je peux monter un opéra, j'ai une comédie musicale, par exemple là j'ai Anne Frank, mais j'ai aussi des œuvres au théâtre. J'ai joué Cyrano, j'ai joué Shylock du Marchand de Venise, Othello, etc. C'est en 2017, j'ai la chance ça, d'avoir Cyrano? des théâtres à New York qui me donnent les clés du théâtre et qui me disent faites ce que vous voulez, j'ai rien en main, faites ce que vous voulez. On vous donne le théâtre. Donc cette chance en fait me permet de créer plein d'autres choses. Et en fait voilà, la journée type, c'est je réponds à chacun de mes mails. Tous les mails que je reçois, je réponds toujours à tous les mails, je retourne tous les appels et surtout je me prépare parce que c'est pour le secret vraiment, c'est une grande préparation et on met à chaque fois le point là où il y a des zones d'ombre. Donc, je passe beaucoup de temps, en fait, tout simplement à préparer et à faire ce que j'aime. Et un des plus beaux moments de ma journée aujourd'hui, c'est d'être avec vous. Eh ben, merci, ça fait plaisir. Alors là, franchement, nous aussi, on est content. En plus, on vous découvre et vous êtes vachement sympathique parce que faire tout ce nombre de choses en permanence et prendre le temps de nous parler, c'est quand même, ça démontre quelque chose. Vous savez ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, c'est que j'essaye de tourner le portable pour pas qu'on voit que. Non, mais allez-y, c'est pas grave. Le but. Je me dis, si je bouge trop, je perds la lumière. Alors non, tout va bien. pas grave. Vous inquiétez pas, on a une équipe technique. On a une équipe technique derrière. On vous mettra des palmiers derrière et tout, un lapin qui sautera. Hop, vous inquiétez pas. Alors, David, moi je voulais revenir un petit peu avec vous sur justement sur ce qui rythme un petit peu votre activité actuellement et plus particulièrement votre spectacle Anne Frank. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que vous le qualifiez. Est-ce que c'est un spectacle, un opéra, une comédie musicale? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous le voyez? Et ma véritable question, c'est comment est-ce qu'on traite d'un sujet aussi grave dans une ville qui est New York, où au final, les gens qui viennent à New York, ils viennent pour entre guillemets à l'américaine, pour le show, pour se faire, pour entertainment, pour rêver, c'est l'American Dream, c'est on a envie de croquer le monde. Et comment est-ce qu'on arrive en tant que producteur à faire rentrer plusieurs centaines de personnes dans une salle pour parler d'un sujet aussi grave que celui-ci? Vous avez tout à fait raison, David, et je vous remercie vraiment pour cette question. En fait, d'abord, l'école, je dirais, de la comédie musicale a beaucoup évolué ces 20 dernières années, ces 10 dernières années. Avant, c'était très lyrique, c'était un genre très lyrique, très différent. Après, on est passé vers un style beaucoup plus pop, etc., vers des sujets beaucoup plus, entre guillemets, légers. Vous voyez, c'est pour donner un petit peu un spectre de l'évolution des comédies musicales. Par rapport à Anne Frank, souvent on se dit mais comment est-ce qu'on peut faire une comédie musicale sur Anne Frank, etc. Alors qu'en fait la musique exprime ce que certains mots ne peuvent exprimer. Vous voyez. Et en particulier la musique de mon cher ami Jean-Pierre Hadida exprime ce qui se passe dans l'âme et dans le cœur de tous les personnages qui sont dans l'annexe. Et la musique aussi définit le caractère. Par exemple, si vous avez la guerre des étoiles, quand vous entendez tin 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 tin,
Bon, ben, vous savez que le personnage qui accompagne cette musique, c'est pas le genre de mec qui va faire la fête en boîte samedi soir. Vous voyez, c'est plutôt un mec droit. Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est que voilà, la musique parle beaucoup de choses, et en particulier le personnage d'Anne Frank, je trouve, est un sujet extraordinaire parce que non seulement cela fait véhiculer des émotions qui sont très très fortes, et moi, en tant que metteur en scène, j'ai apporté énormément comment montrer l'Holocauste, comment montrer l'immontrable sur scène. C'était aussi un challenge, mais en même temps, Anne avait ce côté rêveuse entre guillemets, où elle rêvait de Hollywood, et ça, seule la musique, je dirais, peut vraiment le montrer. Alors bien sûr, il y a eu d'autres comédies musicales qui ont essayé de tenter, mais c'était plus des musiques de chambre un petit peu. Mais là, vraiment, on a un spectacle qui a été extrêmement bien rodé, que j'ai pu monter à New York avec toute nouvelle production, toute nouvelle mise en scène. Et je peux vous dire, il n'y avait pas, en anglais on dit, there was not a single dry eye. Il n'y a pas un seul œil sec. Tout le monde pleurait et c'était complet. Et on terminait tous les soirs en standing ovation. Et là, voilà, il y a eu cette demande du public. Et puis alors, beaucoup de théâtres à New York, entre guillemets, se sont battus pour avoir la suite de ce spectacle. Et finalement, voilà, j'ai réussi à trouver un terrain d'entente et on est revenu vers encore de plus belles aventures avec un cast. Même encore, je croyais pas qu'on pouvait arriver vraiment à ce niveau, mais je peux vous dire qu'on retrouve l'âme des personnages et l'âme d'Anne Frank sur ça. En tout cas, moi personnellement, j'ai trop de respect pour cette histoire, pour tout simplement la clé, entre guillemets. D'accord. Moi, je suis intéressé par le fait que vous avez monté tout ce spectacle. Et vous demandez à ce qu'il soit validé, par exemple, comme un centre, comme le centre Wiesenthal ou quelque chose comme ça, ou un centre. Vous y allez de but en blanc et vous dites je tente, et puis ça le fait ou ça le fait pas. Ça se passe comment? Alors, en fait, vu que c'est, je dirais malheureusement du domaine public, puisque malheureusement Anne nous a quittés, je dirais à un âge un petit peu trop tôt. En fait, on peut faire un sujet. Tout le monde entre guillemets peut faire un sujet sur Anne Frank. Bien entendu, c'est plus une question morale et personnelle éthique, de le faire avec le respect. Maintenant, vraiment, ceux qui gèrent vraiment tout ce qu'est Anne Frank, c'est le musée de Anne Frank qui est à Amsterdam. Et avec eux, j'ai une relation absolument extraordinaire, même avant d'ailleurs qu'il y avait cette aventure de cette comédie musicale. Ils m'ont reçu dans le musée, j'avais fait un concert pour eux déjà avant, donc on avait cette belle relation, et quand ils ont su que j'amenais l'œuvre à New York, ils étaient encore plus ravis. Et d'ailleurs, sur la page du musée et sur la page d'Anne Frank, ils ont annoncé, c'est-à-dire le seul spectacle sur Anne Frank qui a été annoncé, donc on peut dire qu'ils ont non seulement donné leur soutien, mais en plus ils ont encouragé les gens à aller le voir. Et puis après, il y a d'autres, entre guillemets, centres Anne Frank. Il y a d'autres centres sur la musique, sur le Holocauste, pardonnez-moi, sur les femmes dans le Holocauste, parce qu'il y a des femmes qui ont fait des choses extraordinaires durant le Holocauste, dont Anne Frank, et des très très belles histoires, parce que voilà, il y a ceux qui ont dénoncé, mais il y a aussi ceux qui ont aidé. Il faut pas oublier ces gens-là. Et donc en fait voilà, il y a eu vraiment que des bras ouverts, parce qu'ils avaient aussi confiance du côté classique que j'ai, de l'opéra, de la tradition, vous savez, dans l'opéra, on reçoit des fois une mauvaise critique parce qu'on a respiré au milieu d'une phrase. Vous voyez, donc c'est pour vous dire vraiment le niveau d'excellence, de la critique. Le niveau d'exigence. Donc, il faut vraiment, donc les gens, ils ont un respect énorme pour ceux qui font du classique, parce qu'ils savent, c'est vraiment l'armée de la musique, entre guillemets, même si, bien entendu, le cœur passe avant tout. Ouais, ça se voit que... vous dites ça, le niveau d'exigence, toi aussi tu en parlais. Ça me fait penser, vous parliez tout à l'heure du musée à Amsterdam de Anne Frank. Il y avait à l'époque, je crois que c'était Justin Bieber qui était parti là-bas et qui avait sorti une petite phrase, genre je suis sûr que ça aurait été une fan de Bieber. Donc ça aurait été mal repris que ça soit lui qui s'amuse à faire une comédie comme ça. C'est carré, et on a besoin de gens justement comme vous qui font des choses carrées. Voilà. Johan, vous êtes gentil. non, mais d'abord, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais surtout, c'est vrai que bon, les réseaux sociaux, et puis vous savez, même par rapport à la communication, même par rapport à ce spectacle, j'ai voulu
bien sûr, ça raconte l'histoire de Anne Frank qui était juive, mais surtout, je n'ai pas voulu que ce soit un spectacle juif. Et je dis ça, bien entendu, avec un respect. Moi, quand j'entends, par exemple, l'histoire de Martin Luther King, vous voyez, pour moi, c'est pas une histoire qui est destinée que aux African-Americans, que aux Afro-Américains. Pour moi, c'est le racisme, ça concerne tout le monde, blanc, noir, tout le monde. Donc, par rapport à Anne Frank, j'ai voulu pas seulement montrer qu'elle était juive, mais en même temps, et c'était le génie de Monsieur Jean-Pierre Hadida qui a écrit cette musique, c'est qu'il compare également qu'aujourd'hui, il y a des Anne Frank. Il y a des Anne Frank qui sont victimes d'un régime, etc., tel que elle écrivait sur son diary, sur son journal. Aujourd'hui, certains écrivent sur leur blog, etc. Donc, il y avait en même temps cette transposition d'époque aujourd'hui. Donc, c'est en même temps, c'est un hommage dans le passé, mais en même temps, avec une petite fenêtre sur le futur, absolument. David, vous interprétez Otto, c'est ça? Vous me corrigez si je me trompe. Vous jouez avec, en tout et pour tout, vous êtes 12 sur scène. Vous avez 7 dates. En mars, vous en avez 5. Vous en avez 2 qui arrivent en avril. Et on en a 3 au mois de mai aussi, puisque je vous annonce en exclusivité pour vous, David et Johan, que le succès déjà est tellement fort sur les dates de mars et d'avril que nous avons choisi d'ajouter 3 autres dates supplémentaires en mai. Il y a d'autres dates encore qui sont prévues, mais on a dit, vous savez, j'ai beaucoup de sang ashkénaze vivant à New York. J'ai appris à aller doucement. Mais en tout cas, je vous annonce en exclusivité qu'il y a même 3 dates. Donc, on va jouer de mars jusqu'au mois de mai. D'accord. Comment est-ce que vous faites justement pour gérer une troupe de 12 personnes où il faut les sensibiliser aussi à ce genre de sujet-là, parce que forcément, quand on va sur Broadway et qu'on a l'habitude de voir des comédies musicales sur Le Roi Lion ou sur Aladdin, où il y a beaucoup d'effets spéciaux, c'est beaucoup tourné vers le magnifique, vers le amazing, alors que là, vous êtes plutôt dans l'émotion. Comment est-ce qu'on gère 12 personnes pour que personne ne soit américanisé, entre guillemets, dans le sens où on cherche absolument à faire le show et on arrive à gérer justement ça. J'imagine que c'est un fil qui doit être très fin et la limite doit être vachement opaque entre je fais trop d'émotions ou je fais trop de show. Comment est-ce qu'on gère une équipe aussi grande et comment est-ce qu'on gère ce genre de prestations? Vous savez, David, j'ai l'impression que vous étiez avec moi à toutes les répétitions. J'y étais, vous ne m'avez pas vu, mais j'étais là. J'étais là. C'est exactement ce que je me dis. Bien entendu, je vais vous dire, personne est né à savoir bien gérer. On apprend en faisant des erreurs, on apprend avec l'expérience, on apprend en prenant des décisions. J'ai eu cette chance où j'ai eu des gens qui m'ont fait confiance, où j'ai pu échouâtre, où j'ai pu faire des erreurs, mais me relever. Et voilà, parce que j'ai toujours gardé le sourire et la volonté. Et vous savez, il n'y a rien de pire que de se dire il n'y a plus d'espoir. Vous voyez, ça c'est la pire des choses. Mais de se dire, ok, on a appris, on fera meilleur la prochaine fois. Et puis on apprend aussi des succès, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de succès à New York, mais j'apprends de chaque succès, parce qu'avant d'arriver à un succès, j'ai utilisé mes 15 avenues différentes et jusqu'à prendre la décision à me dire, tiens, ça c'est la meilleure avenue. Oui, en fait, c'est une question de management avec les artistes. Moi, j'ai toujours su vraiment sortir le meilleur des gens. Alors, des fois, c'est vrai, j'avoue que moi-même, en tant que metteur en scène, producteur, je suis pas vraiment pour tout le monde parce que en gros, avec moi, il n'y a pas de place pour les feignants. Vous voyez. Bien sûr. Et je sais que vous, David et Johan, vous êtes deux personnalités qui ont cette éthique morale de travail et vous comprendrez ce que je veux dire. Et c'est vrai que on a envie à chaque fois d'avoir le meilleur des gens, encore plus pour un sujet comme ça. Mais c'est le travail des acteurs et vous savez, les Américains, ils savent s'impliquer à 200% dans leur travail, les Russes aussi, un petit peu les Français. Un peu, ouais, j'allais chercher un peu moins chez les Français. Mais ils savent s'impliquer dans leur travail et faire les recherches, mais surtout les Américains, ils ont compris que toutes les comédies musicales, avant que ce soit une passion, c'est aussi, je dirais pas avant que c'est une passion, pardon, je retire ce que j'ai dit, mais je dirais que en dehors du fait que ce soit aussi une passion, c'est aussi un job.
Bien sûr. Voyez. Et dans le job, on vous demande de donner le meilleur de vous-même, de connaître votre texte, de connaître vos musiques. Donc, il y a cette conscience professionnelle. Mais en même temps, vous savez, des fois, quand vous êtes motivé, vous pouvez aller au-delà de vos capacités. Vous savez, j'ai beaucoup lu sur Napoléon, parce que j'ai joué Napoléon à New York, etc. Et c'était le seul qui, dans ses speeches, s'adressait directement aux soldats. Voyez. Et avec les soldats, ils arrivaient à faire des choses absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, les généraux de l'armée israélienne se sont inspirés de ce que Napoléon faisait, etc. Donc, et puis d'ailleurs, c'est le seul, le premier Napoléon, je parle d'Israël, qui a reconnu l'État d'Israël. Oui. Et alors, il a fait beaucoup de choses en Israël. Il est venu dans le Nord. Il y a beaucoup de Il est venu passer Shabbat chez mes parents. Exactement, il est venu passer Shabbat à la maison. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, David, et j'aimerais vous proposer quelque chose en live Avec sur plaisir, Tandem 2.0. Vous avez dit qu'avant tout, c'était un job et qu'il fallait travailler sa musique. Moi, j'aimerais vous proposer quelque chose. Est-ce que vous, là, comme ça, en live, a cappella, sur Tandem 2.0, vous êtes prêt à nous interpréter quelque chose? Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous savez quoi? Je vous laisse le choix de décider, c'est vous l'invité. Alors, je vais vous faire, tiens, pour Israël, je vais vous faire. C'est pas du tout prévu. Hein, non, pas du tout. C'est moi. Je vous pose ça sur la table. Un petit bout de ce que j'ai chanté hier. D'ailleurs, pour le Keren Hayesod, j'ai voyagé et puis j'ai fait un concert pour le centenaire du Keren Hayesod. Donc, Avirarim Salul Kayain Vereach Horanim Nissa Veruach Arbaim Im Kol Pamonim Uftar Rematilan Vaeve Shuya Bachalomah העיר אשר בנה יושבת ובליבה חומה. Voilà, un petit bout de Yerushalayim. J'espère que ça n'a pas trop saturé avec le micro. Non, c'était parfait. À la technique, mais vous j'ai pas chanté fort, un tout petit peu. On a une technique à Tandem 2.0 qui est irréprochable. Petits oignons. Ah, ça je peux vous dire. Non seulement ils sont bons, mais ils sont gentils. J'embrasse en parenthèse Michael Wolf de m'avoir Exactement. Il est juste à côté de vous et il vous entend. Je suis sûr que de là où il est, à côté de moi. De là où il est là-haut. On t'embrasse. On t'embrasse, Michael, de là où tu es. David, moi, et je pense qu'on va vous laisser, parce que j'imagine que, comme Yohan l'a dit précédemment, vous avez un emploi du temps plus que chargé. Pour vous, j'arrête tout, rien que pour vous. Attention, ne me dites pas ça, parce que là, sinon, moi, je reste là jusqu'à demain matin. Attention, le dernier qui a dit ça, c'était Sarkozy. Il a dit, si tu reviens, j'arrête tout. Donc, Alors, c'est ce que vous allez me dire. Oui. Je suis très content de vous voir aujourd'hui sur Tandem. Et quand je dis que j'aime vous voir, ça veut dire quoi? Est-ce que ce que je dis est vrai? Écoutez. Bravo, elle est très belle. Je m'attendais pas du tout à ça, mais en vérité, alors, c'est ce que vous allez me dire. Bravo. Mais attendez, mais David, mais il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? J'adore. Tu sais que, pardon, je vous ai tutoyé, mais vous savez que j'adore Nicolas Sarkozy et c'était un de mes rêves de chanter pour lui. Et il était invité à, je crois que ça s'appelle le lycée ou l'Académie française de Netanya. D'accord. Ou l'université de Netanya. Et on m'a fait venir j'étais à Cannes pour le festival du film de Cannes. Et j'ai fait l'aller-retour pratiquement dans la journée juste pour chanter pour lui. Donc, voilà. Donc, faut faire attention quand même, David. Israël, avec grand plaisir. La dernière personne qui a chanté pour lui, il s'est marié avec, alors faites gaffe. C'est tentant, mais malheureusement, j'ai choisi autre chose. Une autre voix. Une autre voix, exactement. Et en tout cas, en parlant de voix, la vôtre est vraiment spectaculaire. Et ce que j'aimerais voir un petit peu avec vous, c'est qu'est-ce qui est prévu de 2020, David? Qu'est-ce qui est prévu chez vous? Qu'est-ce que 2020, 2021? C'est de venir dans votre studio pour faire une émission en live avec vous. Avec plaisir. Ça, Baizrat Hashem, comme on dit chez les Suédois.
Vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais faire et je vous dis honnêtement, Israël me manque énormément. Ça fait, je crois, 3 ans ou 4 ans que j'y suis pas allé. J'avais à l'époque Shimon Peres qui m'invitait beaucoup. Et puis malheureusement qui nous a quittés, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je fais vraiment beaucoup de choses. En tout cas pour Israël depuis New York où je lève des fonds pour la recherche, pour plein de choses en partenariat. Et en même temps, je suis producteur de plusieurs festivals, dont le festival du film Sephara de New York qui montre à chaque fois des films israéliens. Et là, on va honorer d'ailleurs Iraki qui vit en Israël mais qui est d'origine française, et puis le fashion designer Eli Tahari. Je travaille beaucoup avec l'American Sephardi Federation de New York et en fait je vais vous dire quelque chose, David et Johan, il y a quelque chose qui se passe à New York. Je ne sais pas si vous le sentez en Israël, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis. C'est cet amour pour les musulmans envers les Juifs et les Israéliens qui est en train de se créer, de renaître. Et je reçois, mais de façon quotidienne, des dizaines et des dizaines de messages de musulmans qui veulent que j'aille jouer chez eux ou qui ont envie de faire des choses. Pardon, il y a eu un double appel, mais bien entendu, j'ai refusé. C'était Nicolas Sarkozy. Comment dire? C'était ma mère. Elle me disait regarde vite, c'est magnifique ça. Regarde vite, raccroche, regarde ce tandem. Maman, je suis en direct, arrête. Donc, non, il y a cet amour et je travaille beaucoup avec le Maroc et je fais beaucoup de choses pour la jeunesse marocaine et pour le judaïsme marocain où j'ai une grande collection d'art judaïca et j'ai offert une majeure partie au musée juif de Casablanca et maintenant cette collection représente presque la moitié du musée et voilà, il y a cette chose extraordinaire même avec l'Arabie Saoudite qui s'est créée où l'Arabie Saoudite m'a contacté et m'a dit voilà on a envie de présenter notre amour pour les Juifs du monde entier et on aimerait allumer la Hanoukia pour en guise d'amour pour tous les Juifs du monde entier. Et donc, au musée juif de New York, j'ai organisé, ils ont allumé la Hanoukia et ils ont récité la prière en hébreu. Donc, il y a toutes ces belles choses qui sont en train de se créer. Et donc, 2020, pour moi, Ba'ezrat Hashem, comme on dit, qui est la paix une fois pour toutes et qu'on en termine avec ces histoires et pendant qu'ils font la paix, je vais jouer Anne Frank, je vais jouer aussi Carmen en juin, je vais jouer le Cid de Racine, qu'est-ce que je vais tourner en Arménie. Chaque fois on dit que je suis arménien, mais donc bon, c'est bien quand même de voir le pays au moins une fois. En Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, je vais retourner jouer en Russie, je vais jouer à Londres en avril, au Congo pour la première fois pour le président du Congo. Je crois que c'est le 23 avril et puis voilà des dates au Maroc et j'espère vraiment venir vous voir dans les studios de Tandem avec David et Johan pour partager un bon moment. Mais par contre, il y a un prix à payer, c'est que vous devez me laisser vous inviter déjeuner et dîner. Il y a les deux. Alors, moitié, parce que moi je suis cuisinier, alors c'est plutôt à moi de vous faire à manger. Alors, vous ferez la cuisine et David paiera l'addition. Voilà, et voilà, magnifique. Voilà, c'est très bien comme ça. Moi, ça va te changer, tiens. C'est que Johan fasse à manger et David, nous, on mange. Les deux Dédés. Et les Dédés, on mange. Le Y fait à manger, les Dédés, ils mangent. Moi, ça me semble cohérent. Dieu, il nous a fait des rois. Donc, on n'est pas là on n'est pas là pour payer. Écoutez, on est là pour manger des mets. Je vais vous laisser parler. Moi, j'aurais pu dire je cuisine, il mange et toi tu débarrasses, mais non, on va rester comme ça, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, Johan, Georges Clounet de Tel Aviv. Ah oui, moi, c'est vrai. De Ranana. C'est vrai. Je me permets de dire, on a le Georges Clounet de Ranana. De Tlemcen. Beau gosse. David, en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Merci encore une fois. Merci énormément. Merci, David. C'est un honneur, vraiment pour moi d'être à vos côtés. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous intéresser à ce que je fais et vous l'avez fait avec la plus grande gentillesse qui soit.
Et merci à toute votre équipe, merci à Mickaël et vraiment que Dieu vous garde. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à Israël et aux Israéliens et aux Français qui vivent en Israël, que j'espère retrouver très très vite. Merci en tout cas, David. J'ai le pressentiment qu'on va vous voir assez régulièrement sur Tandem 2.0 et on se donne très très vite dans nos locaux. On se donne rendez-vous en tout cas très vite dans nos locaux pour une prochaine émission. Merci en tout cas, David, et bonne soirée. Faites comme chez vous. Merci.